très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles au poste dans Spécial Débat. Je reçois pour vous Félix Kayembe de l'UDPS. Avec lui, nous allons vraiment parler de grands thèmes de l'actualité et des faits sociaux de notre pays. Félix Kayembe, très heureuse. C'est la première fois pour cette année. C'est la première fois pour cette année. Merci beaucoup, Madame Paulette Kemutu. C'est pour moi l'occasion aussi de vous saluer et puis vous souhaiter bonne fête des mamans. Bien que je ne vous aviez pas vu le 8 mars au Parlement avec les chefs de l'État, vous n'étiez pas présente. Nous sommes contents. Je salue aussi toutes les mamans. Parce qu'il faut dire que cette fois-ci, le président de la République fait comme ça. Oui, avec les femmes. Oui. En tout cas, quand on ne t'invite pas, on ne s'impose pas. On ferme la parenthèse. Non, non, on n'avait pas invité personne, mais toutes les mamans étaient conviées à cela. Je vis les mamans des presses, je vis les mamans marchères, je vis toutes les catégories des mamans. Je n'étais pas invitée, je ne savais pas. Peut-être que vous aviez décliné l'offre. Non, non, je ne savais vraiment pas. Donc, voilà. Et peut-être que j'étais malade à ce moment-là. Donc, Félix Kayembe, l'UDPS, comment ça se porte? Parce que ces derniers temps, on nous dit qu'il y a beaucoup, je viens de faire un live tout à l'heure sur TikTok, merci à tous ceux qui me suivent sur cette plateforme, beaucoup me disent qu'il y a beaucoup de conflits internes au sein de l'UDPS. Est-ce vrai? Parce que j'ai vraiment quelqu'un de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Guerre de palais dans ce grand parti? Ce n'est pas vrai, parce qu'il faut dire aujourd'hui que l'UDPS est dans une démarche, bien entendu, des élections. Le secrétaire général Augustin Kabouya est rentré de Kananga le dimanche. Moi-même, j'étais à l'aéroport avec lui. Il prépare déjà son voyage pour les grands maniements où nous allons encore partir. Et il faut dire aujourd'hui, toutes les filles et fils de l'UDPS sont de retour. Donc, ce qui était peut-être d'un côté et de l'autre côté, le secrétaire général Augustin Kabouya a réuni tout le monde pour que nous puissions parler UDPS et parler nation. Et donc, il n'y a pas de conflit. Peut-être que certaines personnes, en mal de positionnement, voudraient assez qu'il y ait des conflits, tout simplement pour tirer certains butins, mais c'est faux, il n'y a pas de conflit. Nous sommes dans une paix totale. Tous les cadres collaborent très bien avec le secrétaire général Augustin Kabouya et je ne vois personne qui nage à contre-courant par rapport à la décision, soit aux directives que le secrétaire général est en train de donner. Nous sommes arrangés derrière ces grands leaderships pour que nous puissions ramener la majorité parlementaire au chef de l'État. Je vois même ceux qui ne venaient plus à l'IMT, à la 10e RI, à la 11e RI. Aujourd'hui, ils sont des retours au temple de la démocratie. Dans toutes nos matinées politiques qu'anime le secrétaire général Augustin Kabouya, ils viennent, ils participent. C'est la mission principale qu'a le secrétaire général aujourd'hui de faire en sorte que ceux qui ne pouvaient plus parler de l'UDPS, mais qui parlaient de l'UDPS ailleurs, puissent maintenant parler à la permanence. Ok. Félix Kayembe, moi je ne tourne jamais autour du pot. Je pose la question à ceux qui nous suivent, parce que quand on fait la politique, on le fait pour ceux qui nous suivent. Quand moi je fais le journalisme, c'est pour ceux qui me suivent. Et je posais la question, mais quelle a été votre impression lors de la dernière sortie médiatique du SG Kabouya à Top Congo? Beaucoup disent que c'était chaotique. Beaucoup disent qu'il est autant imbu de sa personne et qu'il n'est plus aussi humble qu'avant. J'ai un proche d'Augustin Kabouya. Beaucoup disent qu'il ne... quoi combien répondre à téléphone à décrocher donc j'ai quelqu'un qui est proche du SG. Première question directe, la sortie médiatique, comment vous avez vu? Quelle est votre impression par rapport à ça? Merci beaucoup Madame Paulette Kemutu. Vous êtes une grande journaliste dans notre pays. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont là pour saper l'image du secrétaire général Augustin Kabouya. Je suis très proche d'Augustin Kabouya parce qu'il faut dire que nous avions partagé la même institution académique avec lui. Il est de ma promotion. L'homme n'a pas changé. Il est resté le même. Moi-même, je l'ai accompagné hier à Top Congo pour cette émission des auditeurs, comme on dit. Il a été à la hauteur. Il a répondu à toutes les questions. Je me suis même dit qu'il a mis KO tous les journalistes qui étaient là. Et donc, il a rencontré toutes les questions qui lui ont été posées. Il est resté humble, il est resté idem, il n'a pas changé. Vous savez, à l'UDPS, nous avions connu beaucoup de secrétaires généraux, mais il faut dire qu'Augustin Kabouya, c'est l'homme qui est resté très humble. C'est l'homme qui a encore ses deux pieds sur terre. Il ne sait pas vous dire que je suis secrétaire général, mais il collabore avec tout le monde. D'ailleurs, quand vous voyez chez nous,
à l'IDPS, ce sont les combattantes et combattants, peut-être de tous les niveaux, qui sont amis à Augustin Kabouya. Il y a même les cadres qui sont amis à Augustin Kabouya. Les gens qui disent qu'Augustin Kabouya est très orgueilleux, c'est faux. Peut-être que ce n'est pas bien connaître l'homme. Moi, je suis avec lui chaque jour à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbujimaï. C'est l'homme qui s'efface d'ailleurs. Vous imaginez, je lui ai même dit, secrétaire général, votre façon de faire les choses, ça me plaît, ça nous donne même une leçon. Il doit se rassurer si tout le monde est monté dans l'avion. Il monte le dernier. Il doit se rassurer si tout le monde a mangé. Il doit se rassurer si tout le monde se porte bien. Que ce soit ici et ailleurs. Augustin Kabouya est celui qui vient dans des deuils des combattantes et combattants. Il passe lui-même dans ces deuils-là. Augustin Kabouya est celui qui va dans des fêtes des combattantes et combattants. Il reste même jusqu'aux dernières heures. Et donc, dire qu'il est orgueilleux, c'est vraiment lui accorder une étiquette qui n'est pas sienne. Et il faut dire aussi que c'est un chrétien pratiquant. Vous ne le trouverez jamais orgueilleux, vous ne le trouverez jamais hautain. Des fois, il me dit, écoutez, toutes ces choses vont passer, Félix. Nous restons les hommes et faisons le bien pour les gens. Y a-t-il un porte-parole officiel de l'UDPS aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, moi je me rappelais, c'était Paul Chilombo, que je salue d'ailleurs. Y a-t-il un porte-parole officiel de ce grand parti? Nous avons un porte-parole officiel, c'est M. Kalenga. M. Kalenga. Quel est son prénom? Ça m'a fait un peu... C'est quand même grave, parce que c'est lui l'image du parti. Bon, M. Kalenga, à la fin de cette émission, si je pourrais avoir son numéro, que je rappelle, parce que beaucoup disent qu'il est absent, on ne le sent pas, il ne s'exprime pas. Donc, si même un cadre de l'IDPS a oublié son prénom, vous voyez un peu... Non, ça peut y arriver. Non, c'est quand même un grand cadre. Paul Chilombo, tout le monde le connaissait. Il était proche des journalistes, mais ce monsieur n'est pas proche des journalistes, on ne le connaît pas. Non, écoutez, je pense qu'il est quand même un couac dans l'UDPS, essayer d'arranger. Il répond à toutes les invitations qu'on lui lance. Peut-être c'est vous qui ne l'invitez pas, ça peut se comprendre, mais je pense que... Toi, tu n'es pas venu. Ne me donnez pas une étiquette aussi. Non, je dis, c'est peut-être vous qui ne l'invitez pas, mais il répond à toutes les invitations. Je l'ai dit ouvertement, j'aurai son numéro chez Félix et je vais l'appeler. J'espère qu'il va accepter cette invitation parce que moi, je me dis, il faut que le porte-parole s'exprime. Pas forcément tout le temps le SG, parce que beaucoup disent que cette façon de s'exprimer montre un peu qu'il y a des questions qu'il n'a pas répondu véritablement dans la vérité. Par exemple, cette histoire de la venue des M23 ici à Kinshasa, Augustin Kabouya l'a balayé d'un revers de la main que c'est pas vrai. Et pourtant, d'autres personnes affirment avec preuve à l'appui que ces M23 étaient bien et bien à Kinshasa pendant autant de mois. C'est faux et archi-faux, le M23, c'est faux et archi-faux. Les M23 n'ont jamais été ici à Kinshasa. Ça, il faut le dire. Même je pense que vous contredisez M. Mbata. Ce que le secrétaire général Augustin Kabouya dit, c'est vrai. Personne ne peut dire ici que les M23 étaient sur le sol quinois. Non, c'est faux, c'est faux. Il ne faut pas que nous puissions commencer à mentir à la population. Vous savez, l'IDPS, c'est un parti politique qui prône la non-violence. Et nous ne pouvons jamais collaborer avec les gens qui ont eu à supprimer la vie de nos compatriotes. Et donc, tous ceux qui disent que nous avions logé les M23 ici à Kinshasa pendant autant de mois, c'est faux. Ne suivez pas, bien entendu, les mensonges cousus des fils rouges de ces messieurs-là de M23, de Willy Ngoma, qui est en train de chercher comment s'appelle la bonne image de l'IDPS. Nous avions milité pendant 37 ans, ce n'était pas pour que nous puissions collaborer avec des criminels. Et donc, c'est faux, archi-faux, ils n'ont jamais été à Kinshasa. Les prénoms du porte-parole, c'est Simon Kalenga. Ah, Simon Kalenga, monsieur Simon Kalenga, je vous salue très respectueusement et j'espère que vous allez répondre favorablement à notre invitation. Donc, prenons un autre aspect. Aujourd'hui, quand je venais pour tourner cette émission à la 10e rue Bessabardé, devant le parti de Jean-Marc Kabound, il y a eu des blessés, et je viens de dire ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Mais Madame Poletsky-Monto, vous ne pouvez pas me poser une question lorsqu'il y a un souci, il y a un problème. Vous êtes quand même un pouvoir. Non, moi je ne suis pas le porte-parole du parti de M. Jean-Marc Kabound. J'aurais bien voulu que vous puissiez me poser la question par rapport à l'IDPS, ou soit s'il y a un problème qui se passe. Nous sommes en face. Comment vous gérez cette... Nous sommes en face, mais nous ne sommes pas de la même famille politique. Si nous étions de la même famille politique, eh bien, KMB, je pouvais m'intéresser à cela. Monsieur Félix Kayembe, Jean-Marc Kabound est l'ennemi de l'UDPS?
Il n'a jamais été l'ennemi de l'UDPS, mais nous disons tout simplement il est un adversaire politique. C'est un adversaire politique parce qu'il se considère comme quelqu'un de l'opposition. Il pose ses actes comme quelqu'un de l'opposition. Donc nous ne pouvons pas le traiter d'un ennemi, mais plutôt nous traitons M. Jean-Marc Abound d'un adversaire politique. D'un adversaire politique. Mais ce qu'il a dit, excusez-moi, ce qu'il a dit, sa dernière sortie médiatique, vous vous rappelez, la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Abound, il a donné beaucoup de vérités, il a livré beaucoup de vérités, et après quelques temps, ces vérités semblent se confirmer. Beaucoup disent, voilà les vérités de Jean-Marc Abound. Comme quelle vérité, madame? Par exemple, par rapport aux élections, il a dit par exemple qu'il risquerait de ne pas avoir des élections, que monsieur le président de la République fait tout pour qu'il n'y ait pas des élections, il combine pour qu'il n'y ait pas des élections, a été ça. Donc je réponds encore par rapport au prof Mbata, je l'ai dit, sur Congo Buzz, qui a confirmé que le M23 était à Kinshasa sous l'invitation du gouvernement. Donc je risquerais, le prof Mbata que je connaissais très bien, s'il peut aussi venir une fois à mon émission aussi en parler, mais comme il y a surtout de contradictions, il y a deux paroles au sein de l'espace au pouvoir. Mbata dit oui, SG dit non. Donc, mais la parole de Mbata n'est pas une parole d'évangile. Non, c'est le premier vice-président. Il est vice-premier président de l'Assemblée. Il est vice-premier président de l'Assemblée nationale. Mais je tiens à vous dire, madame, que le M23 n'a jamais été à Kinshasa. Si le M23 était à Kinshasa, je pense que vous qui êtes de grands journalistes, madame, vous pourriez même interviewer l'un d'eux. Vous pourriez même avoir une photo avec l'un d'eux. Mais il n'y a pas des images, madame. Il n'y a pas de traces qui nous montrent que ce genre... Nous ne pouvons... Madame, il n'y a pas des images. Non, non, écoutez, montrez-nous dans quel hôtel ces gens-là ont été logés. Montrez-nous dans quel supermarché qu'ils ont fréquenté. Écoutez, Madame Paulette Kimoutou, lorsqu'on est... on fait 9 mois quelque part, je pense qu'on peut être même dans une avenue, dans une autre. On peut se retrouver dans un supermarché. On peut se retrouver même à l'hôpital. Montrez-nous, madame, dans quel hôpital ces gens-là ont été. Montrez-nous dans quel hôtel ces gens-là ont été logés. Et donc, c'est faux et archi-faux. Nous disons, madame, que ces gens-là n'ont jamais été à Kinshasa. Le gouvernement congolais n'a jamais invité le M23 à Kinshasa. C'est faux et archi-faux. Je soutiens la thèse de mon secrétaire général Augustin Kabouya. Elle est la vraie, elle reste vraie, elle demeurera vraie. Merci Félix Kayembe. Félix Kayembe, Kitamoke. Toswanati. Félix Kayembe. Non, lorsqu'il s'agit de questions d'État comme ça, il y a la colère sainte qui monte. Non, non, non. Mais la maille, Kitamoke. Corneille Nanga, notre épine dans votre pied aujourd'hui. Corneille Nanga, sortie médiatique, qui a vraiment jeté le pavé dans la mare, comme on dit. Il part des élections de 2018-19, que voilà, il avait simplement promulgué des résultats provisoires. Il y a eu compromis à l'africaine, beaucoup de choses se disent sur ces élections de 2018 aujourd'hui. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Adressez-vous à cette population qui vous suit à travers notre chaîne, à travers cette émission. Comment vous allez parler à cette population par rapport aux élections 2018? Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi, moi je ne tourne pas autour du pot, a-t-il gagné réellement ces élections? Y a-t-il eu compromis à l'africaine? Ou aujourd'hui vous vous sentez, comment vous vous sentez aujourd'hui face à toutes ces sorties médiatiques? Bien avant que je puisse répondre à cette question, parce que vous m'aviez demandé de rentrer sur le sol, je suis là. Merci beaucoup. Vous aviez posé une question concernant Jean-Marc Abound, madame. Par rapport aux propos de Jean-Marc Abound. J'ai dit que les propos de Jean-Marc Abound étaient teintés de beaucoup de contre-vérités et de mensonges. Le président de la République n'a jamais voulu glisser. Parce qu'entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas un trait d'union entre Tshisekedi et le peuple congolais, de par son bilan. Et aussi, il faut dire que c'est le peuple qui a fabriqué Tshisekedi. Et donc, c'est un produit fini de la population congolaise. Jean-Marc Abound a débité beaucoup de mensonges que nous pouvons prêter aucun crédit aujourd'hui. Parce que quand vous regardez de la manière dont la République est gérée, de la bonne volonté de Félix Tshisekedi et de sa gestion, et donc nous sommes en train de nous diriger vers les élections. Je venais de vous dire que nous étions à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbujimaï, très récemment,
à Kisanga et à Kananga. Le secrétaire général est rentré le dimanche ici. Nous préparons les maniements. Et donc, c'est pour redynamiser notre parti politique parce que nous disons, en 2023, le 20 décembre, nous allons aller aux élections et nous gagnerons ces élections-là. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes les seuls partis politiques qui est en train de redynamiser, bien entendu, ces membres et ces fédérations. Alors, par rapport à la question que vous aviez posée, madame, Corneille Nangaa n'a pas dit ce que vous venez de dire ici, madame Paulette Moutou. Ah bon? Je ne vais pas, moi qui vous suivez, qui continue à vous suivre jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Vous aviez réussi au moins tout le monde dans ces pays, madame. Donc, non, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Corneille Nangaa. Charlie. Il n'a pas dit. S'il vous plaît, si vous pouvez nous balancer les images de Corneille Nangaa. Il n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il y a eu un compromis à l'africaine, madame. Ça, je n'ai pas dit, c'est oui, oui, c'est ce que vous veniez de dire. Non, moi, je n'ai pas dit ça, c'est comme. Voilà. Pas suivi. Moi, je pose beaucoup de questions en même temps. Donc, Corneille Nangaa dit qu'il avait, par exemple, promulgué les résultats provisoires. Et j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à ça, compromis à l'africaine, des choses comme ça. Je n'ai pas dit que c'est Corneille Nangaa. Madame, en tout cas, là, vous avez évolué. Je réponds maintenant. Voilà. Oui, oui, je réponds. Vous n'allez pas m'apprendre mon boulot. Feli, on y va. Vous aviez évolué, je réponds maintenant par rapport à votre intervention. Okay. Je pense que après la sortie médiatique de M. Corneille Nangaa, il a été récit une fois de plus par votre confrère Jean-Marie Kassamba. Okay. Les gens l'ont mal compris. Okay. Il a dit ceci. Il y a eu, bien entendu, l'accord après les élections. Après, hein? Après les élections. Il n'y a pas eu un accord avant élection. Okay. Pourquoi cela, madame? L'article 78 de notre Constitution vous dit que le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Et nous n'avions pas eu la majorité parlementaire, nous les caches. Et donc, la majorité parlementaire était entre les mains du FCC. Et après les élections, nous avions constaté, nous tous, que ce soit la CENI et la Cour constitutionnelle, que c'est les caches qui avaient la présidentielle, ou la présidence, et le FCC avait la majorité parlementaire. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu un accord après. Parce que l'on ne pouvait pas gérer le pays dans une cohabitation. Il fallait que nous puissions coaliser nos efforts ensemble, que nous puissions nous mettre ensemble et que nous puissions gérer le pays par rapport à l'esprit et la lettre de l'article 78, madame. Et donc, dire qu'il y a eu un accord, c'est faux. Moi, je pense que lorsque M. Fayoulou nous a amenés à la Cour constitutionnelle, il était incapable d'exhiber les pièces justificatives, madame, de longtemps qu'il avait été voté par le peuple congolais. Et je l'ai toujours dit, il a eu moins de voix que Eliezer Ntambwe. C'est un député national de l'inscription de Lukunga. M. Fayoulou a eu moins de voix que Eliezer Ntambwe. Et vous ne pouvez pas nous dire ici, quelqu'un qui a eu moins de voix, eh bien, il doit se retrouver président de la République, madame, au niveau législatif. Et donc, je tiens à dire, madame, que Félix Tshisekedi avait bel et bien gagné les élections. Ah, vous dites moins de voix par rapport aux élections législatives. Par rapport aux élections législatives. Beaucoup ont voté comme président, il y a nuance. Et plus, je sais que là, ça va quand même vous faire du mal. Je tiens à le dire, madame, Monsieur Fayoulou a eu... Non, vous posez une question et quand je réponds, vous rebondissez. C'est comme ça. Oui, c'est ça votre rôle. J'ai dit ceci, madame Paulette Moutou. Ça va me faire mal. Ça doit vous faire mal parce que je vous réponds, je vous dis, Tshisekedi avait réussi, avait gagné les élections. Et c'est ça qui va me faire mal. Bon, si ça vous fait pas mal, dites oui, amen, nous avançons. Merci, madame Paulette Moutou. Je ne peux pas dire amen, c'est pas la Bible, je suis désolé. Ah, d'accord. Mais je disais ceci, Tshisekedi avait gagné les élections, madame. Présidentielles. Il était le tout premier candidat à avoir accueilli mieux de voix que Fayoulou, que Chadari et tant d'autres. Je sais que ça fait toujours mal lorsque on arrive à concourir aux élections présidentielles et que l'on n'a pas été élu. Ça fait mal. Nous les comprenons comme cela. Voilà pourquoi elle a organisé une marche, non pour soutenir nos FARDC, mais plutôt pour insulter l'UDPS et pour peut-être y sur nous. Nous disons ceci. Tshisekedi avait gagné les élections. Point barre. Donc, Fayoulou, monsieur Fayoulou, et ensemble les autres, donc vous n'avez pas fait cette marche pour soutenir les FARDC, mais c'est pour insulter l'UDPS. Oui. Il a insulté l'UDPS avant la marche ou après la marche? Madame Paulette Moutou, après ça compte, hein? D'abord, il y a eu la provocation pendant la marche. Où ça? Lorsqu'ils arrivent au niveau
de la permanence de l'UDPS, ils ont voulu nous provoquer. Ils vous ont provoqué. Ils nous ont provoqué. Et nous étions dans la cour. Comme nous sommes de la non-violence, nous avions refusé de répliquer. Okay. Pour eux, c'était pour que nous puissions répliquer, qu'ils viennent, je ne sais pas, saccager le siège et tout. Nous avions refusé. Et la police a maîtrisé, ils sont passés. Arrivé, madame, chez madame secrétaire nationale Aimé Pongo, ils ont brûlé les effigies du chef de l'État, ils ont brûlé la bâche du chef de l'État et les drapeaux du chef de l'État au niveau de Tata Raphaël. Chez madame Aimé Pongo. Les drapeaux de l'UDP, je veux dire. Ah, okay. Et les effigies du chef de l'État. Ils ont brûlé cela. Et donc, nous disons, c'était une marche de provocation et non une marche de soutien aux FARDC. En fait, maintenant, le problème, c'est quoi? Je vais chuter. Je vous pose quand même la question. Je pose quand même la question aussi, pour que je n'oublie pas. Pourquoi l'UDPS n'a jamais organisé une marche de soutien pour soutenir les FARDC? J'évolue, madame. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent maintenant au niveau de l'UDPS, je l'ai dit, oui, ils ont voulu nous saccager et tout. Mais quand Fayoulou arrive là où ils se sont rassemblés, il dit, je vous demande d'applaudir les policiers. Félicitations aux policiers parce que vous avez fait un bon travail. Maintenant, je vous demande de hyer sur l'UDPS, madame. Et les militants de Fayoulou, de l'ensemble et tous ces gens-là, ils ont hyé sur l'UDPS. Ah, c'est ça qui vous fait mal. Et le monsieur dit, je félicite la police. Il oublie que le président de la République est le commandant suprême des forces armées et de la police. Mais lorsque vous félicitez la police, madame, et vous ne félicitez pas les commandants suprêmes de l'armée et de la police, en tout cas, c'est une contradiction. Bon, et comme nous disons aujourd'hui, ça nous importe pas. Nous sommes déjà habitués à M. Fayoulou, comme ils insultent là, nous sommes déjà habitués. Monsieur Félix Kayembe, c'est bien bon. Quand il s'agit de côté positif, là, le chef de l'État est le commandant suprême de l'armée et de la police. Ça vous le dit très bien. C'est la Constitution, hein? Voilà. Mais quand il s'agit de côté négatif, par exemple, quand on dit que quand on répète la même phrase, c'est le président de la République qui est le commandant suprême, là vous dites non. Mais quand il s'agit de côté positif, là on comprend. Mais la deuxième question. Monsieur Félix, vous êtes un grand parti au pouvoir. Aujourd'hui, le pays est menacé. Qu'est-ce qui vous empêche d'organiser une marche aujourd'hui? J'aime votre intelligentsia. J'allais y revenir, madame. Oui, je vous en prie. Nous avions organisé une marche le 15 septembre passé. Et nous étions d'ailleurs à l'UNCA, où nous avions organisé une très grande manifestation, madame, pour soutenir, primo, nos FARDC, toutes les institutions de la République, et aussi bien nous avions lancé l'appel à tous les jeunes, dames et garçons, d'aller s'adhérer dans l'armée. Je peux avoir les images? Je vais vous les donner, les images. Et oui, nous avions organisé une très grande marche, madame, une grande manifestation. Nous sommes allés chuter au niveau de l'INCA. Ok, j'espère avoir les images. En tout cas, Chris, Charlie Chango. Avec toutes les autorités, voilà. Et avec le président Adolphe Amissi, que je salue en passant, qui peut même venir aussi dans votre émission. Ça sera une bonne chose. Mon collaborateur Charlie Chango et FIA, cherchez-moi les images. On va mettre ça pour preuve. Moi, j'aime toujours les preuves. Tout à fait. Nous allons à l'est de la République. Félix Kayembe, le pays, aujourd'hui, vous le savez, est membre de l'EAC, rien à dire. Les armées étrangères sont chez nous, rien à dire, c'est un fait. Mais je viens de lire un tweet tout à l'heure d'un confrère qui a dit « Les M23 quittent les localités et ce sont les militaires de l'EAC qui prennent le contrôle après, mais sans les FARDC. » Et on se pose la question, pourquoi nos autorités n'ont pas un œil par rapport à ces localités que les M23 donnent à l'EAC? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une forme de balkanisation voilée, en fait? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Loin de là, madame. Ils sont là-bas et tout ça. Mais j'aimerais avoir une autre... Oui, loin de là, c'est une grande organisation de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est. Je pense que c'est ce qui a été dit au sommet, pour dire, lorsque le M23 cède une localité, une cité, la première des choses, c'est la force régionale qui doit arriver là-bas, et puis cédera
à la force régionale, à la force nationale. Okay. Donc je pense que ça ne doit pas créer... Après combien de temps qu'on va céder? Après combien de temps? En tout cas, il faut qu'il y ait juste un petit travail. Parce qu'ils se disent que non, nous pouvons céder comme ça. Lorsque c'est l'armée congolaise qui arrive, ça doit encore nous poursuivre. C'est comme ça qu'il y a la force régionale et ça doit céder à notre force nationale. Ça ne doit pas poser problème, ça ne doit pas créer des soubresauts. Le plus important ici, madame, c'est ce retrait-là qui est en train d'être effectué pour que notre peuple puisse vivre dans la calmie, dans la paix, et que notre armée doit prendre toutes ces places-là. Félix Kayembe, vous avez suivi, je sais que vous étiez dans le sillage du chef de l'État lors de l'arrivée de M. Macron, le président français, et avec la dernière venue des Nations Unies, vous le savez aussi, je crois qu'ils sont à Goma ou ils sont déjà répartis, je ne sais pas trop, la seule chose qui ressort, dialogue. Il faut parler, il faut dialoguer. On nous impose presque ce dialogue. Alors les gens se disent, c'est pas la première fois que le président de la République a dialogué avec ces gens, il a dialogué avec au Burundi et ailleurs. Et ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Doit-on continuer à dialoguer? Pour quel résultat au final? Le président de la République d'abord avait déjà refusé des dialogues parce que ça en est de trop, tout ce qui est excessif et dérisoire. Nous ne pouvons jamais accepter que vous puissiez dialoguer et puis demain, ce sont nos mamans qui sont tuées, ce sont nos frères et sœurs, ça on ne peut pas accepter. Et la réponse était non à ce dialogue-là. Nous ne pouvons jamais nous accepter de dialoguer avec une bande de criminels, des agresseurs. Pourquoi est-ce que nous nous disputons de quoi d'abord, Madame Paulette-Kimoutou? Ça révolte. Il s'agit de notre pays. Nous ne pouvons jamais nous disputer avec qui que ce soit et nous allons dialoguer sur quoi? On ne peut pas dialoguer sur les sols congolais, on ne peut pas dialoguer pour la terre congolaise que notre Dieu nous a donné, Madame. Donc c'est révoltant, je pense que c'est vraiment une question qui doit être mise de côté. Question de dire que nous allons dialoguer, en tout cas qu'un même là qui parle du dialogue puisse aller dialoguer avec les rebelles et des criminels. Nous ne sommes pas prêts. Que le Rwanda dialogue avec... Que le Rwanda dialogue avec, je ne sais pas, Macron, je ne sais pas, avec le Conseil de sécurité. Nous n'allons pas dialoguer. Nous allons dialoguer avec ces gens-là sur le terrain, comme nous sommes en train de les fixer, madame. Comme nous sommes en train de les tuer, de les exterminer sur les sols congolais. C'est ça notre dialogue. Il n'y aura pas un dialogue autour d'une table. Parlons de quoi? Nous allons parler de quoi, madame? De la terre congolaise, de nos aïeux, de Lumumba, de Kasavubu. On ne parlera pas de ça, madame. Il s'agit de notre nation. Même s'il faut que ces gens-là puissent nous exterminer, nous tous, ils vont nous exterminer. Mais je sais que ce grand Congo qui est debout, personne n'osera nous exterminer. Il s'agit de notre sort. Il s'agit de notre Congo. On ne peut jamais accepter de dialoguer pour le Congo avec qui que ce soit. Félix Kayembe, c'est vrai, vous parlez avec passion, on comprend c'est la passion du Congo, tout le monde a la passion du Congo. Mais par rapport aux élections, Félix Kayembe, il y a des territoires, comme vous l'avez dit, qu'on cède à l'EAC, que le M23 cède à l'EAC et tout ça. Je sais que vous avez déjà votre carte d'électeur. Jamais. Mais comment ça va se passer s'il y a des élections au mois de décembre et que ces territoires sont toujours sous occupation? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait des pans de territoires où il n'y aura pas d'élection? Non, je pense que la problématique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions arriver à trouver la paix sur toute l'étendue de la République pour que nos compatriotes puissent voter, pas comme ce qu'on a vécu la fois passée avec Boutembo, voilà. Donc le chef de l'État est en train de se battre avec son gouvernement, avec l'armée, avec le peuple congolais, parce qu'il faut dire que nous sommes derrière les institutions de la République, pour que nous puissions arriver, bien entendu, à avoir cette possibilité de faire enrôler tout le monde et que tout le monde puisse participer aux élections. C'est un droit civique. Je reviens de Kisangani, de Bouta, de Bounia. Ça se passe bien, ça se passe bien. Chapeau bas vraiment au gouverneur militaire Luboya. Que ce soit à Kisangani, que ce soit à Bounia où j'étais, à Bouta, ça se passe bien. J'ai vu les gens en train de s'enrôler, je les ai encouragés. Non seulement qu'on nous parle ici de la guerre, madame, c'est dans des petits coins, ça il faut le dire, parce que quand vous arrivez à Bounia, madame, ce sont des routes que Luboya est en train de construire. Ce sont des écoles et autres. En tout cas, je me dis, bravo à celui-là. J'ai vu aussi le gouverneur Nanga à Isiro en train de faire des bonnes routes aussi, ça il faut le dire. Donc je pense que... De Nanga? C'est son jeune frère, j'ai appris que c'est son jeune frère qui est gouverneur à Isiro là-bas. Donc de Isiro à Dorba, où les gens pouvaient faire 2-3 jours pour arriver, mais moi j'ai fait 4 heures de temps, je suis arrivé à Dorba. Et quand je pose la question, on me dit non, c'est le gouverneur Nanga qui est en train de construire cette route-là. À Bounia, j'ai trouvé des routes. Donc, nous sommes en train de nous battre pour que nos compatriotes puissent s'enrôler. Dans des cités où il y a des poches d'insécurité, en tout cas, je prie Dieu
Et je soutiens notre armée, je soutiens le président de la République pour qu'on arrive à déloger tous ces gens-là et que nos compatriotes puissent s'enrôler, que le 20 décembre, nous puissions aller aux élections pour voter Fatih Béton. Voilà, le 20 décembre, élection. Que vous voterez aussi, je pense. Le choix est personnel. Le 20 décembre, élection. Beaucoup disent peut-être, peut-être pas, parce que Denis Kadima dit peut-être il risquerait d'avoir un dialogue intercongolais. Même le président dit si ça continue, vous l'avez suivi, ça j'espère que vous l'avez suivi. Le président a dit si ça continue comme ça, on risquerait peut-être de ne pas avoir les élections, ça risque d'entacher le processus électoral. Alors si cela arrivait, ce dialogue intercongolais, notre gouvernement va sortir. Comment ça va se passer? Il y aura encore un autre glissement? Nous n'envisageons pas un dialogue, madame. Nous envisageons tout simplement les élections. Le 20 décembre, c'est le grand dialogue qu'il y aura entre le peuple congolais et ses dirigeants. Donc il n'y aura pas de dialogue? Il n'y aura pas un dialogue. D'abord, ce sont des suppositions. Il n'y aura même pas... Je ne sais pas s'il y aurait un glissement, mais quand j'ai suivi Didier Manara, le deuxième vice-président de la CENI, je pense que vous étiez là avant-hier, eh bien, il a dit le mot glissement n'est pas dans leur conjugaison. Dans leur vocabulaire. Dans leur vocabulaire. Donc, on est en train de travailler pour que nous puissions aller aux élections le 20 décembre 2023. C'est le plus important pour nous. Parce que s'il faut que nous puissions déjà commencer à parler du glissement, des dialogues, ça va encore décourager certaines personnes. Mais je sais qu'il y a l'axe du mal qui ne s'est pas bien préparé pour aller aux élections, qui commence déjà à dire, écoutez, ils sont allés pour parler avec Kabila, ils cherchent à ce qu'il y ait un dialogue et tout. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue, madame. Ici, lorsque nous disions, on va aller aux élections le 20 décembre, eh bien, il y a des gens qui nous disaient, écoutez, c'est faux, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on ne doit même pas vous donner une minute de plus. Comme j'avais suivi Olivier Kamitatou, on n'aura même pas une minute de plus ce qu'on va vous accorder. Maintenant que nous disons, nous sommes prêts pour aller aux élections, nous sommes en train de travailler, de redynamiser notre parti, de sensibiliser notre peuple, de s'enrôler, de faire en sorte que nous puissions aller aux élections, eh bien, il y a certaines personnes qui commencent à se biffer. Je comprends, il s'agit d'un syndrome de la citadelle assiégée. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Eh bien, les citadelles sont déjà prises. Allons aux élections, c'est le plus important. C'est le plus important. Nous prenons un autre volet, c'est le volet économique. Vous posez par exemple des 145 territoires, vous le savez, les chiffres sont là. Le coût estimatif du programme est de 1 665 millions de dollars. Et le gouvernement a déjà mobilisé, selon Stanley Boujakera, que je salue, 762 millions et les agences d'exécution du programme ont déjà reçu 510 millions de dollars pour le premier volet. Ça, ce sont des chiffres magnifiques. Mais les gens se disent, chat échaudé craint l'eau froide. Chez les Gelou, on a vu comment ça se passait. 100 jours, on a vu comment ça se passait. Les Congolais ont un peu peur, c'est tout à fait normal. Félix Kayembe, vous regardez cette population, vous rassurez cette population que cette fois-ci, on y va go et on y va sans procès, sans détournement, sans rien. Je pense que de tous les projets que le président de la République a initiés, il faut dire que tous n'ont pas échoué. Peut-être qu'il y a eu quand même quelques ratés, mais ça n'a pas échoué. Lorsque nous prenons le projet 100 jours, madame, aujourd'hui, nous avons des sauts des moutons, nous avons le résultat de l'enseignement des bases. Même quand vous roulez avec votre bonne Jeep sur le saut des moutons, ça fait partie, bien entendu, du projet de 100 jours. J'ai vu aussi le projet Chile-Chelou, madame, avec des routes quand même. J'étais en Mbujimaï, j'ai vu des routes à Kananga. Ça avance très bien. J'étais en Mbujimaï, j'ai vu des routes, j'ai vu l'université de Mbujimaï en train de pousser à Kananga, à Lubumbashi, même à l'Équateur. Jean-Pierre Mbemba en a parlé lui-même que c'est pour très longtemps qu'on a vu les courants à Guémena ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous en avons. Je reviens de Bougnan, j'ai vu une école que le général Luboya a inaugurée. Et au Kasaï, à Moupompa, j'ai vu l'ISP, madame, où on a inauguré, ça fait partie du projet de 100 jours. Donc, je pense que ça marche. Mais avec le projet de 145 territoires, lorsque vous arrivez dans différents territoires, il y a quand même des bâtiments qui sont en train de pousser. Et donc, nous disons que ça doit aller. Mais cela ne suffit pas, madame. Il faut qu'il y ait toujours les audits, il faut qu'il y ait les suivis. Oui, ça, c'est ça. La garantie, la population se dit... Comme je l'ai dit, chat échaudé, il y a eu trop de détournements. Donc nous garantissons... Ils ne veulent pas pour le projet de 145 jours qu'on revienne encore... Nous garantissons la population que cette fois-ci, quand même... vous savez, la première expérience, ça peut ou ne pas marcher, mais ça avait marché.
ça avait marché, ça doit encore marcher. Mais pour cette question aussi des 145 territoires, ça fait partie, bien entendu, d'un développement intégral de toute la République. Et donc, il y a un suivi qui est déjà là, il y a les audits qui s'effectuent de temps en temps et que nous sommes en train d'évaluer ces travaux-là. Et personne ne doit peut-être prédire les malheurs. Mais celui qui oserait détourner de l'argent, en tout cas, il faut qu'il y ait une sanction exemplaire et que la personne puisse payer les prix parce qu'il s'agit de la nation. De la nation. Nous espérons qu'ils ne tomberont pas malades et ne demanderont pas des sorties prématurées. Nous restons dans le dossier économique, c'est le franc congolais, parce que je viens de lire M. Bahati Lukebo, toujours chez Stani Boujakera, qui est ma source principale. Malheureusement, le franc congolais, à ce jour, se change à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. Nous avons suivi la gouverneure, Madame la gouverneure, qui nous a donné un taux officiel, mais qu'on le veuille ou pas, qu'on ne se voile pas la passe, ici, chez les changeurs, chez les cambistes, ben, tout à fait. C'est hautement. Comment c'est simplement... Madame Paulette... Ce sont les haineux qui veulent détruire le travail de M. Félix Antoine. Madame Paulette Kimoutou, je suis un financier de formation. Okay. J'ai étudié avec Augustin Kabouya, qui est un financier de formation, et Bahati Lukebo nous a donné cours ensemble avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Je pense que cette question doit être régulée. Parce que lorsqu'il y a un taux directeur qui est donné par la banque centrale, on dit la banque centrale, c'est la banque mère, la banque des banques. Et donc, aucune banque ne peut avoir un autre taux par rapport à celui qui lui a été dicté. Et dicté, si vous voulez, par la banque centrale. Mais aussi, madame, il faut qu'il y ait une régulation en termes de cambistes. Tout ce que nous voyons autour de nos maisons, en ville ici, vous allez trouver que chacun a son taux. Il se réveille avec son taux, il n'y a pas quand même une régulation dans ce domaine-là. Et ça revient encore au gouverneur de la Banque centrale. Il faut qu'il y ait une police même de la banque qui doit commencer à faire les audits. Pour que ces gens-là soient certifiés d'abord, pour que vous puissiez faire la monnaie, vous devez être certifié. Avoir, madame, les registres même au niveau de la Banque centrale, à ce moment-là, les gens vont commencer à respecter. Mais si nous sommes quand même dans un système où chacun se réveille aujourd'hui, ouvre sa maison d'échange, eh bien, ça pose problème. Mais nous devons nous référer au taux directeur que la Banque centrale a édicté. C'est le taux qui doit nous régir, nous tous. Mais il faut qu'il y ait des sanctions par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Parce que moi, je me dis, eh bien, il y a des fois de l'escroquerie. Les gens sont en train d'escroquer les compatriotes comme ça. Ils se disent que non, comme il y a un peu de soubresaut, il y a l'inflation monétaire, nous allons faire comme ça pour retirer. En tout cas, que cette histoire-là peut terminer. Bon, c'est une façon peut-être de combattre les régimes, c'est une façon de saboter les régimes, mais il faudrait que nous, les ministres des Finances, les ministres des Dividiers, les ministres de l'économie et la gouverneure de la Banque centrale se mettent ensemble et puissent voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi pas ne pas retirer même des licences à certaines personnes, madame, pour que nous ne puissions pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que la police puisse faire aussi son travail. Ok. Nous revenons à l'Est par rapport, vous avez dit, le chef de l'État est commandant suprême de l'armée, commandant suprême de la police. Je vais vous lire un tweet. Pascal Monlégois, je salue. Il y a trop d'armes dans ce pays. Les rapports d'experts des Nations Unies disent que 80% des armes aux mains des groupes armés proviennent des FARDC, armées congolaises. C'est un problème. Le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, commandant suprême de la police. À qui la faute? Qui est responsable? Je pense qu'ici, madame, nous ne pouvons pas parler la faute est au président de la République. Il s'agit, bien entendu, des personnes qui n'ont pas accepté les serments qu'ils ont prêtés sous les drapeaux, celui de sécuriser l'intégrité territoriale et de défendre la nation. Lorsque vous avez certaines personnes, madame, qui arrivent même à avoir des munitions, des armes dans leur maison, comme vous avez suivi celui qui est à la barre aujourd'hui, ça député national. Pas forcément lui. Hein. Je me refuse de l'appeler député national, madame. Okay. Lorsque une personne qui a été votée par le peuple congolais puisse avoir les armes pour tuer le même peuple qui l'a voté, moi ça me prend la tête, c'est un déshonorable, ce n'est pas un député national, madame. Et donc nous disons, il y a des gens, des rebelles, comme Mbosso l'avait dit, quittez le groupe des rebelles. Allez à l'Est, madame, ce sont des Congolais qu'on arrête avec des armes. Allez, madame, même des civils qui collaborent avec les M23. Moi je pense à ce moment, nous ne pouvons pas dire parce qu'il y a les armes qui se trouveraient entre les mains de M23, eh bien, peut-être
c'est lorsque certains Congolais mal intentionnés, moins patriotes, qui collaborent avec le M23, ce n'est pas une faute du chef de l'État. Mais nous veillons à ce que nous puissions bien entendu faire sortir tous les infiltrés de l'armée, de la police, des services de renseignement, des services de sécurité et aussi de la population, comme le monsieur qui est à la barre aujourd'hui, ce n'est ni militaire, ni policier, c'est un député, madame, qui a été élu, mais qui aujourd'hui a des armes dans sa maison. Souvenez-vous de l'opération Kengo Mulunda, on avait fait ici, dans les années 2003-2004. $100 une arme, quelque chose comme ça. 100 $ une arme. Vous avez vu les armes sortir même dans les maisons des gens. Donc je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions renvoyer les nôtres à la casserole, mais il faudrait que nous puissions nous regarder en face pour dire, nous sommes les premiers à avoir trahi aussi cette nation. Je m'en souviens quand j'étais président de la JDPS IEC Gombe, où j'avais reçu Félix Tshisekedi en 2004. À chaque fois que nous rencontrions les forces délimitées, il nous disait, chers enfants, la première des choses, vous devez aimer le Congo et les Congolais. Ça m'a marqué toute ma vie dans ma lutte. Si vous n'aimez pas les Congos, madame, vous n'aimez pas les Congolais, voilà pourquoi on doit trouver les armes dans des maisons des gens. Exactement. Aimer le Congo et aimer les Congolais. La justice américaine poursuit l'imposteur Noé Tchani. Ça, c'est Andy Ledia qui l'a dit avec ces termes. Beaucoup le disent imposteur parce qu'il se disait Congolais, de père et de mère. Et on ne comprend pas aujourd'hui que la justice américaine poursuive un sujet américain par rapport à sa proposition de loi. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il était quand même candidat à la présidence de la République. Donc, il a eu sa carte d'électeur. Il a été voté par ceux qui l'ont voté. Je sais comment ça se passe. Je sais comment. Ça aussi, c'est. Oui, je sais comment ça se passe. Médiatique des Américains. Je sais comment ça se passe. Il y a des billets verts qui viennent de quelque part pour aller instrumentaliser certains médias. La nation américaine. Oui, madame. Je sais que celui-là qui instrumentalise, il est fort. Parce que il n'est pas fort, il est seulement médiocre. Il n'est pas fort, il est médiocre. Donc il y a quelqu'un qui a instrumentalisé la nation américaine pour sortir. En fait, que moi je sache, Tchani est de chez moi, de Nandajika. Il est de Nandajika. C'est Moyenam Piana. D'ailleurs, c'est le fait. Si c'est Moyenam Piana, je crois. Pourquoi? Moyenam Piana, Nandajika, de Nandajika. Oui. Non. Lui, il est à Lomami comme moi. Il est frère à Francis Kalombo. Ils sont tous de Nandajika et de Peter Kazadi. Et donc, quand il y a un petit médiocre qui a voulu aller instrumentaliser, mais ça ne prendra pas. Vous avez des adjectifs. C'est ça. Un petit médiocre. Ça vous fait mal, hein? Moi, ça me fait pas mal. Mais celui qui est médiocre, c'est celui... Mais quand on va vous traiter, vous, des médiocres, vous vous fâchez. Nous ne sommes pas des médiocres, madame. Ah, vous êtes sûr que nous sommes des excellents. Vous êtes des excellents. Aujourd'hui, madame, vous avez quand même une nation qui est debout. Vous êtes des excellents. Nous sommes des excellents, madame. Par exemple. Nous sommes des excellents. Quand je prends par exemple. Pour la première fois, madame, votre chienne ici peut émettre tous les avis, on ne retire pas les signaux. Nous sommes des excellents, madame. On le faisait aussi. Non. Vous avez fait même votre chaîne, hein. Prenons le bourgmestre de Kalamou, qui dit par exemple qu'il est de l'UDPS. Non, le bourgmestre de Kalamou, il est de l'UDPS. Non, je ne le connais pas bien. Vous ne le connaissez pas. Oui, quand il s'agit de quelque chose de mal, vous ne connaissez pas. Le bourgmestre de Kalamou, qui se tape le torse, c'est notre pouvoir. Non, je ne peux même pas répéter des termes comme ça. Je prends tes mots de tel modèle médiocre. Alors, quand une communicatrice se tape le torse et dire qu'au Kassai, qu'aucun Kassaïen ne peut ne pas soutenir Monsieur Fachi, ça, c'est un gouvernement, nous, ce sont des sympathisants excellents. Quand il y a des gens, par exemple, qui se lèvent, qui disent qu'au Kassai, ici, personne d'autre ne peut exercer ces exercices politiques parce que le Kassai appartient à Monsieur Tshisekedi. Ça aussi, ce sont des excellents. Je ne sais pas si le terme médiocre et excellent n'ont pas le même pouvoir chez vous. J'ai beaucoup aimé votre façon de présenter les choses, madame. Je tiens à dire, je vois les gens qui s'opposent à Tshisekedi qui sont au Kassai. Il n'y a aucun peuple démocrate comme celui du Kassai, madame. Ah, vous en êtes sûr? Je suis sûr. Avec les images qu'on a vues, des gens bastonnés. Francis Kalombo, madame, n'est pas, je ne sais pas de quelle province, il est du Kassai. Hein? Il s'oppose à Tshisekedi. Il est déjà descendu au Kassai. Monsieur Francis Kalombo, il s'oppose à Tshisekedi. Il est déjà descendu au Kassai?
Raymond Tchibanda, madame, n'est pas, je ne sais pas, ils sont pas au Tshisekedi. Ils descendent au Kasaï, madame. Ils descendent au Kasaï, ils ont des maisons au Kasaï, ils descendent au Kasaï et on les accueille pas les Kasaïens, madame. Mais pourquoi Denis Sesanga a-t-il menacé? Kabound, madame, est du Kasaï, ils se posent au Tshisekedi. Pourquoi Denis Sesanga a-t-il été menacé au Kasaï? Je n'ai pas vu Denis Sesanga être menacé, madame. J'ai vu Denis Sesanga au Kasaï, il a donné les bancs dans l'école où il a étudié, madame. Je l'ai vu marcher là-bas. Il était d'ailleurs avec mon ami Ramazani qui est son porte-parole. Et donc, nous, peuple kassaïen, nous sommes un peuple démocrate, madame. Nous sommes un peuple libre. Et si nous avions pris le choix de soutenir Tshisekedi et que d'autres prennent le choix de soutenir d'autres personnes, eh bien, ne faites pas de nous, je ne sais pas comment, madame. Et le plus important, nous ne parlons pas Kasaï ici, nous parlons nation, madame. Parce que la nation est au-dessus du Kasaï. C'est composé de la... Non, j'ai dit ceci. La nation, madame, est au-dessus du Kasaï. Très bien. Est au-dessus du Kasaï. Oui, oui. Dites-le à ceux qui en parlent autrement. Hein. Ça sera une très bonne chose. C'est vraiment ma recommandation. Dites-le à ceux qui disent autre chose. Je vais leur dire que la nation est au-dessus du Kasaï. Merci. Et tous les Kasaï savent que la nation est au-dessus de nous. Merci en tout cas, tout le Kasaï, voilà. Mais il ne faut pas aussi... La nation est au-dessus du Kasaï, la nation est au-dessus du Katanga, la nation est au-dessus du Kwilu, la nation est au-dessus de l'Équateur, la nation est au-dessus de la province orientale. Voilà. Merci à vous, merci à Félix Kayembe d'être passé. Merci à vous qui allez nous suivre sur toutes les chaînes et nous nous retrouverons très bientôt.